Imaginez un pays où un médecin gagne 3 $ par mois. Un pays où il faut un sac rempli de billets pour acheter un pain. Un pays où 7 millions de personnes ont fui laissant derrière eux des familles brisées, des maisons abandonnées et une nation qui agonise. Et maintenant, imaginez que ce même pays possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète. Plus de réserves que l'Arabie Saoudite. Plus de réserves que la Russie et plus que n'importe quel autre pays sur Terre. Bienvenue au Venezuela qui, il y a 40 ans, était l'un des pays les plus riches d'Amérique du Sud avec une économie florissante et ses citoyens s'envolaient pour Miami très facilement. Aujourd'hui, c'est un pays en ruine. Une nation où la faim est quotidienne, où les hôpitaux fonctionnent sans eau ni électricité. Une nation où les mères accouchent sans anesthésie. Comment cela est-il devenu possible? Comment détruit-on l'un des pays les plus riches d'un continent en seulement 20 ans? Ce n'est pas une histoire de politique. C'est une histoire d'effondrement. Une leçon terrifiante sur ce qui arrive quand la corruption, l'autoritarisme et la dépendance à une seule ressource se rencontrent. Et ce qui s'est passé au Venezuela peut arriver n'importe où. Pour comprendre l'effondrement du Venezuela, il faut d'abord comprendre sa grandeur passée. Le Venezuela n'a pas toujours été un pays en ruine. Pendant des décennies, c'était le rêve latino-américain incarné. Tout commence au début du XXe siècle, dans les années 1920. Des géologues découvrent du pétrole, beaucoup de pétrole et en seulement quelques années, le Venezuela devient l'un des principaux exportateurs mondiaux de l'or noir. L'argent coulait à flot et le pays se transformait. Caracas, la capitale, s'était métamorphosée avec l'apparition des gratte-ciels modernes qui percent le ciel, des autoroutes à 6 voies qui serpentent à travers les montagnes, des centres commerciaux flambant neufs qui accueillent les dernières marques américaines et européennes. Dans les années 1950 et 1960, le Venezuela affiche le 4e PIB par habitant le plus élevé au monde. Plus riche que le Japon. Plus riche que l'Espagne et même plus riche que la plupart des pays européens. C'était l'âge d'or. En moyenne, les Vénézuéliens travaillaient 5 jours par semaine et leur salaire était parmi les plus élevés d'Amérique latine. Ils possédaient des voitures importées, des téléviseurs couleur, des appareils électroménagers dernier cri et ils voyageaient beaucoup. Chaque week-end, des milliers de Vénézuéliens s'envolaient pour Miami, pas pour des vacances exceptionnelles, juste pour faire du shopping. Une expression était devenue célèbre dans tout le pays, Está barato dame dos. Autrement dit, c'est bon marché, donne-moi en deux. Pendant que les Américains économisaient pour s'offrir un voyage en Europe, les Vénézuéliens dépensaient sans compter en Floride. Le bolivar, la monnaie vénézuélienne, était si fort qu'il vaut plus que le dollar à certaines périodes. Le pays était surnommé la Suisse de l'Amérique latine. Il était stable, prospère et démocratique. Mais sous cette façade dorée, les fissures étaient déjà là. En fait, toute cette richesse reposait sur une seule ressource, le pétrole. 95% des exportations vénézuéliennes sont pétrolières. L'État tirait 80% de ses revenus de l'or noir. Tant que le prix du baril restait élevé, tout allait bien. Mais que se passe-t-il quand il chute? Personne ne se posait vraiment la question car l'argent coulait trop facilement pour s'en inquiéter. Et pendant ce temps, la corruption s'était installée lentement et silencieusement. Les contrats pétroliers étaient attribués à des proches du pouvoir, les compagnies publiques devenaient des caisses noires, les élites politiques s'enrichissaient discrètement pendant que le peuple profitait des miettes. Mais les miettes étaient si généreuses que personne ne se plaignait vraiment. Dans les années 70 et 80, un Vénézuélien moyen gagnait plus qu'un Espagnol ou un Italien moyen. Le salaire minimum dépassait celui de nombreux pays développés. Les universités publiques étaient gratuites et de qualité, le système de santé fonctionnait correctement, l'électricité et l'eau étaient abondantes et tout semblait parfait. Mais en 1989, le prix du pétrole chute brutalement et les revenus de l'État s'effondrent. Le gouvernement commençait à imposer des mesures d'austérité drastiques. Les prix de l'essence, longtemps subventionnés, explosent du jour au lendemain, ce qui entraîna la descente de la population dans les rues. C'est le Caracazo, une révolte populaire violente qui a fait des centaines de morts. L'armée a réprimé dans le sang et à ce moment, quelque chose s'était brisé. La confiance dans le système politique traditionnel s'était évaporée. On assista alors à l'entrée en scène d'un jeune lieutenant-colonel parachutiste. Un homme charismatique, un orateur enflammé. Son nom, Hugo Chavez. En 1992, il tente un coup d'État. Il échoue puis est emprisonné.
Mais son discours populiste, anti-élite, anti-corruption résonne auprès des millions de Vénézuéliens laissés pour compte. 6 ans plus tard, en 1998, il se présente une nouvelle fois aux élections présidentielles et il gagne. Avec 56% des voix, Hugo Chavez était devenu le président du Venezuela. Il promettait la construction du socialisme du XXIe siècle, la redistribution de la richesse pétrolière et de rendre le pouvoir au peuple. Les classes populaires l'adorent et les élites traditionnelles tremblaient. Mais personne ne savait encore que le Venezuela venait d'entrer dans une spirale dont il ne se remettrait pas. Hugo Chavez était arrivé au pouvoir avec un projet clair, nationaliser les richesses du pays et les redistribuer aux pauvres. Au début, ça fonctionnait car entre 1999 et 2008, le prix du pétrole explose. Il passe de $20 le baril à $140. Les caisses de l'État débordent et Chavez lance des programmes sociaux massifs appelés Mission. Autrement dit, l'éducation était gratuite, les soins médicaux étaient gratuits, les logements étaient subventionnés et la nourriture était à prix réduit. Des millions de Vénézuéliens pauvres voyaient leur vie s'améliorer pour la première fois. L'extrême pauvreté recule et l'alphabétisation progresse. Chavez était adulé par les masses populaires. Il gouvernait par décret et passait des heures à la télévision dans son émission « Allô Présidente » à endoctriner les foules. Mais pendant ce temps, il mettait en place les mécanismes de l'effondrement. Première étape, les nationalisations. L'industrie pétrolière était totalement nationalisée et les compagnies étrangères étaient expulsées ou contraintes de céder leur part à l'État. Puis vient le tour des banques, des entreprises de télécommunications, des usines agroalimentaires, des supermarchés et des terres agricoles. Des milliers d'entreprises privées sont expropriées et souvent sans compensation. Leurs dirigeants fuyaient le pays et leurs employés perdaient leur travail. Mais ce n'était pas tout. Chavez avait également imposé des contrôles de prix drastiques. Le pain, le lait, la viande, le papier toilette, tout devait être vendu à des prix fixés par l'État. Le problème était que ces prix étaient inférieurs aux coûts de production. On assista alors à l'arrêt des productions car pourquoi fabriquer quelque chose qu'on vendra à perte? Ainsi, les pénuries avaient commencé et devenaient de plus en plus graves. En 2010, il était devenu difficile de trouver du lait. En 2012, c'est le papier toilette qui disparut et en 2014, il fallait faire la queue pendant des heures pour acheter de la farine. Les files d'attente devant les magasins s'étiraient sur des centaines de mètres mais Chavez ne voyait pas le problème ou plutôt refusait de le voir car il accusait les ennemis du peuple de saboter l'économie, c'est-à-dire les États-Unis, les capitalistes et les oligarques. En 2013, Hugo Chavez meurt d'un cancer et son successeur désigné, Nicolás Maduro, avait pris le pouvoir. Mais Maduro n'avait ni le charisme ni l'intelligence politique de Chavez. Et surtout, il hérita d'une économie déjà au bord du gouffre. En 2014, le prix du pétrole s'est de nouveau effondré. De $100 le baril, il chute à $30 et les revenus de l'État vénézuélien s'évaporaient. Pourtant les dépenses s'amplifiaient. Maduro refusait de réduire les programmes sociaux, de dévaluer la monnaie officiellement et d'accepter la réalité. Alors, il fit ce que font tous les gouvernements en faillite, il imprimait de l'argent. Beaucoup d'argent. Ainsi, en 2016, l'inflation commençait à grimper puis progressivement en 2018, l'inflation atteint 1 million %. Oui, 1 million. Pour vous donner une idée, un café qui coûtait 1000 bolivars en janvier coûtait 1 million de bolivars en décembre de la même année. Les salaires sont ajustés, mais jamais assez vite. Un médecin qui gagnait l'équivalent de $1000 par mois en 2012 gagnait désormais moins de $10 par mois. Les billets de banque devenaient sans valeur. En 1998, le Venezuela produisait 3 500 000 barils par jour. En 2024, la production est tombée à 500 000 barils. Une chute de 85%. Pourquoi ? Tout simplement parce que les infrastructures pétrolières étaient en ruine, les raffineries étaient rouillées, les équipements tombaient en panne et n'étaient jamais réparés. En plus de tout cela, tous les ingénieurs et techniciens compétents ont fui le pays à cause de la cherté de la vie. Ceux qui sont restés étaient payés quelques dollars par mois. Ils n'avaient aucune motivation et aucune raison de rester. L'industrie pétrolière, colonne vertébrale de l'économie, s'était effondrée et avec elle, tout le reste. Les hôpitaux n'avaient plus de médicaments, les opérations chirurgicales se faisaient sans anesthésie, les patients devaient apporter leurs propres seringues et leurs propres gants.
L'électricité était coupée 12 à 18 heures par jour. Même dans la capitale, l'eau courante était devenue un luxe. Les gens remplissaient des jerrycans dès que l'eau coulait quelque part. La criminalité explose et Caracas était devenue l'une des villes les plus dangereuses du monde. Les kidnappings express, où on vous kidnappe, vous force à retirer de l'argent et vous relâche, deviennent quotidiens. Sortir dans la rue après la tombée de la nuit, c'était risquer sa vie. Et la faim s'était installée. Les Vénézuéliens avaient perdu en moyenne 11 kilos entre 2017 et 2018, pas par choix mais par nécessité. On fouillait les poubelles pour trouver de la nourriture, on abattait les animaux du zoo pour les manger. Les médias appelaient ça ironiquement le régime Maduro. Face à cet apocalypse, les Vénézuéliens n'avaient qu'une seule option, partir. Et ils partaient par millions. Entre 2015 et 2024, des millions de Vénézuéliens fuient leur pays. C'est près de 28% de la population qui s'en allait. Ils partaient à pied, en bus, en bateau, à travers les montagnes, les forêts, les déserts. Ils allaient en Colombie, au Pérou, au Chili, en Argentine et même aux États-Unis. Des familles étaient séparées, des enfants grandissaient sans leurs parents, des personnes âgées vieillissaient seules et abandonnées. Le Venezuela se vidait et ceux qui restaient survivaient comme ils le pouvaient. Le Venezuela n'est ni un accident ni une exception. C'est le résultat prévisible d'un système économique fondé sur une seule ressource, d'une corruption endémique et d'un autoritarisme croissant. Un pays qui, en 40 ans, est passé de la Suisse de l'Amérique latine à l'un des endroits les plus pauvres et dangereux de la planète. 28 millions de personnes prises au piège d'un effondrement qui aurait pu être évité. 7 700 000 exilés dispersés à travers le monde, portant avec eux les cicatrices d'une nation brisée. Et la question qui hante tout le continent, si ça peut arriver au Venezuela, pays qui avait tout, qu'en serait-il des pays qui n'ont rien comme ressources? Car n'oublions jamais, le Venezuela possède toujours les plus grandes réserves de pétrole au monde. Pourtant, son peuple continue de mourir de faim. Abonnez-vous à l'envers du monde et si ce documentaire vous a intéressé, si elle vous a permis de comprendre ce qu'était l'ancien Venezuela et ce qu'il en reste aujourd'hui, alors n'hésitez pas à le partager afin de soutenir l'effort mais aussi de permettre à d'autres de profiter de ces informations.